à tous, mon nom c'est Benoît Tabaka, je travaille pour Google. Google EMEA, ça signifie Europe, Moyen-Orient, Afrique. J'ai la chance de couvrir à peu près une centaine de pays qui s'étendent grosso modo de l'Islande à la Russie jusqu'à l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je suis à Nantes et je suis assez content d'être là. L'idée pour moi, c'est un petit peu vous parler de tout ce qui est autour de la app économie. Souvent, quand on parle de Google, on pense naturellement aux moteurs de recherche, on pense aux plateformes de vidéo, mais au-delà de tout ça, on a également une activité assez forte, et notamment parce qu'on est une des bases de cet écosystème autour de l'app économie. L'idée, peut-être avant tout, c'est de commencer avec les personnes dans la salle. Et je vois bien que ceux qui ont un téléphone disent yes, parce que comme on est une conférence internationale, on va essayer de parler un peu anglais. Donc ceux qui ont un smartphone, merci de dire yes si vous avez un smartphone. Si vous avez 2 smartphones, yes, yes. Un petit peu moins. 3 smartphones, yes, yes, yes. Oui, il y en a quasiment quelques-uns. Mais vous faites partie en fait de ces aujourd'hui 3 millions de personnes qui ont la chance d'avoir un smartphone. 3 millions de personnes, c'est à peu près le chiffre que l'on a aujourd'hui dans le monde. On estime que potentiellement d'ici 5 ans, on sera à 5 milliards de personnes, pardonnez-moi, et potentiellement d'ici 10 ans, à peu près 25 milliards de terminaux connectés dans le monde. 25 milliards de terminaux connectés, plus que la population mondiale. C'est vraiment quelque chose qui va changer la donne. Changer la donne parce que finalement, votre smartphone, qui aujourd'hui est toujours sur vous, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un jour votre écran de télévision, ça va être le lendemain l'outil que vous utilisez pour avoir une sorte de super ordinateur, et le surlendemain, c'est potentiellement la nouvelle salle de classe, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de terminaux connectés, apportant leur puissance de calcul dans les classes. Beaucoup d'entre vous, potentiellement, ne savaient pas ce que c'était les classes il y a 30 ans. Il faut juste imaginer qu'on était peut-être des milliards de fois loin de ce que va offrir aujourd'hui les smartphones. Un autre exemple, c'est par rapport à une plateforme que peut-être vous connaissez, c'est YouTube. Pareil, est-ce que parmi vous, des gens ont déjà regardé une vidéo sur son smartphone? Et si oui, dites yes. Non, c'est pas mal. Est-ce que des gens parmi vous ont essayé d'apprendre à faire quelque chose, par exemple en regardant une vidéo sur YouTube? Voilà. Et donc, finalement, vous faites partie de toutes ces personnes-là qui ont participé à découvrir, à utiliser le savoir offert par Internet, tout simplement au travers du smartphone. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un smartphone, c'est la capacité de pouvoir recevoir toute l'information du monde directement au creux de votre main. Et c'est quelque chose qui est totalement révolutionnaire. Avec YouTube, vous pouvez bien évidemment apprendre à réparer, je ne sais pas, votre machine à laver, vous pouvez apprendre à cuisiner, vous pouvez apprendre des nouvelles langues, vous pouvez apprendre énormément de choses, et vous faites partie aujourd'hui de ces 3 milliards de personnes qui en profitent quotidiennement. Il y a une phrase assez connue qui a été dite par Tim Berners-Lee, un des fondateurs de l'Internet, à propos de l'Internet. Il a dit que c'était pour tout le monde. C'était véritablement l'objectif à l'origine d'Internet, c'était d'offrir un Internet accessible pour tout le monde. Si on regarde un petit peu le marché, comment était finalement structuré, il y a encore, on va dire, quelques années, le marché des smartphones, etc., c'était très compliqué finalement d'avoir un Internet pour tout le monde. Chez Google, ça a très rapidement fait partie de notre état d'esprit, de notre volonté dès le premier jour. Vous connaissez sans doute le moteur de recherche, Search. L'idée, c'était, et c'est toujours, d'organiser l'information, d'y donner accès de manière aisée. Et si vous regardez aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'outils de reconnaissance vocale qui permet aussi d'accéder à ces outils uniquement en parlant, en communiquant avec son smartphone, et donc plus besoin finalement d'écrire ou même de lire des choses. Autre exemple, Maps. Maps, ça vous permet de naviguer sur le web, ça vous permet, au-delà même du web, ça vous permet de naviguer, de découvrir des nouveaux endroits. On est dans un phénomène où finalement, cet outil-là vous permet de vous déplacer assez facilement. Dernier exemple en tête, YouTube, on en parlait juste avant. YouTube, c'est cet outil qui va vous permettre de regarder des vidéos, de contribuer, de créer des contenus, etc. etc. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Android en fait aussi partie. Android, souvent, les gens
en fait, ne sont pas familiers avec ce mot, ne sont pas forcément familiers avec ce concept, parce que ça reste une couche basse de l'Internet. Ça reste une sorte de layer que peu de personnes en fait, voient, et notamment quand vous communiquez, quand vous discutez avec un consommateur final, ils ne voient pas trop ce que c'est. Android, c'était pour nous l'objectif, tout simplement, de donner accès à des terminaux connectés, à des smartphones, et ceci de manière la plus accessible possible, le moins cher possible pour les utilisateurs. Et c'est finalement ce qu'on a essayé de faire, créer une plateforme qui allait permettre à des développeurs, à des consommateurs, de pouvoir en fait rentrer dans l'Internet mobile. Quand je suis arrivé chez Google, j'ai vu cette chose bizarre. Chez Google, vous pouvez le trouver notamment au bureau de Londres, vous rentrez et vous voyez ce magnifique mur rempli de boîtes avec plein de terminaux mobiles dedans. Et vous vous dites, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, en discutant avec les équipes, notamment d'ingénieurs que nous avons sur place, en fait, on se rend compte que c'est un espace que les différentes équipes utilisent pour tester les différentes versions d'applications que l'on peut développer. Puisqu'effectivement, au-delà d'être un des acteurs autour d'Android, on est aussi effectivement développeur d'applications. Et on était effectivement dans une logique où on testait énormément d'applications, et surtout énormément d'applications sur énormément de terminaux. Et c'est finalement à partir de cette idée-là que Android est né. À l'époque, l'idée au travers de nos fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, c'était tout simplement de pouvoir créer un écosystème mobile, essayer d'aller peut-être une étape un peu plus loin de ce qui existait 10 ans auparavant. Parce que 10 ans auparavant, c'était assez compliqué pour, par exemple, un développeur de faire une application qui allait marcher sur tous les terminaux disponibles, qu'il s'agisse de Nokia, de Motorola, qu'il s'agisse même d'Apple. Il fallait faire une application par marque et souvent une application par terminal. Et donc on était parti de cette idée-là de dire, ben voilà, comment on est capable de pouvoir un petit peu améliorer et rendre la vie un peu plus facile pour les développeurs. On était développeurs, donc ça permettait aussi de nous rendre à nous la vie un peu plus facile. Et c'était l'origine d'Android, et c'est de créer cet écosystème un peu plus ouvert, un peu plus compatible, et qu'on allait mettre à disposition des autres. Et on a, pour cela, acheté, on n'a pas créé de zéro, from scratch, Android, on l'a acheté, c'était une start-up créée par Andy Rubin, et c'était, à l'origine, vous ne savez peut-être pas l'histoire, mais c'était un système d'exploitation destiné aux appareils photo. On n'était pas du tout encore dans l'ère des smartphones, des tablettes, et aujourd'hui, des montres, des véhicules connectés. Une fois qu'on a acquis cette start-up, on a aussi décidé de créer une sorte d'alliance, ça s'appelle Open Handset Alliance, qui était destinée à essayer de convaincre un certain nombre de constructeurs de venir avec nous, de travailler avec nous. Et à partir de là, c'était de se dire, ben voilà, on voyait énormément d'écosystèmes qui étaient plutôt fermés, dont l'accès était limité. On s'est dit, ben voilà, essayons d'ouvrir cet écosystème, d'avoir un écosystème basé sur un système d'exploitation en open source et gratuit. Et donc est née la logique d'Android, et on a effectivement progressivement mis Android sur le marché. Quels ont été les bénéfices assez immédiats finalement de ce système d'exploitation? Ça a été de permettre très rapidement à des constructeurs d'entrer sur le marché, de développer des devices, des terminaux à moindre coût, à faible coût, c'est-à-dire de permettre à n'importe qui de pouvoir accéder à un terminal. Pourquoi? Parce que notre logique au travers d'Android, ce n'est pas uniquement de donner accès à un téléphone. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de permettre à des gens de pouvoir accéder à de l'information, à notamment l'information accessible sur Internet. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, comment on est capable de pouvoir baisser les prix, rendre beaucoup plus abordable cet écosystème mobile. Et ça a été une des choses qui a très rapidement progressé, et notamment, l'un des exemples qu'on a, c'est ce qui se passe en Afrique. Récemment, au Nigeria, par exemple, vous pouvez trouver assez facilement des téléphones mobiles tournant sous Android à partir de $50. Il faut juste imaginer qu'aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, vous avez 1,4 milliard de gens qui utilisent un terminal sous Android. Et si vous allez à peu près sur les marchés, la moyenne, c'est entre 50 € et 500 €.
Bien évidemment, vous pouvez trouver quelques terminaux beaucoup moins chers, par exemple en Inde, commençant autour des 10 $. Et vous pouvez trouver des terminaux beaucoup plus chers, notamment une marque britannique qui s'appelle Vertu, qui vous offre un merveilleux terminal Android pour 8 500 €. C'est l'entrée de gamme. Donc, minimum, c'est 8 500 € et le moyen de gamme est autour des 15 000 €. Mais effectivement, quand vous allez en Afrique, l'intérêt, c'était, par exemple, vous allez au Nigeria, à Lagos, vous pouvez acheter un terminal pour 50 $, ça s'appelle un ferrophone, et qui tournera sous une version d'Android. En l'espèce, celui que j'ai eu, c'était une version KitKat, une version 4.4. L'intérêt pour nous, c'est de se dire, ben voilà, aujourd'hui, les gens qui sont à Lagos, au Nigeria, ont le droit et même sont légitimes à accéder au même type, au même niveau d'information, par exemple, que les gens qui seraient à New York. Les gens qui sont en Malaisie, à Penang, par exemple, et notamment toutes les boîtes, les SMBs, toutes ces startups, ont exactement le même intérêt et aussi doivent avoir la même chance de pouvoir faire du business, de la même manière que si vous êtes à Paris. Et je ne sais pas, les jeunes, les teenagers, qui soient en Chine, au Vietnam ou autre, ou en Afrique, doivent avoir la même chance d'accéder, par exemple, à la musique que des gens à Madrid. C'était ça, finalement, pour nous aussi, derrière cet objectif autour de l'Android, c'était de se dire comment on est capable de créer beaucoup plus d'opportunités. Et derrière ces opportunités, c'est que vous êtes nombreux à le savoir, notamment ici, c'est que le web vous a offert un certain nombre d'opportunités. Le web offre la capacité de pouvoir développer du business, de pouvoir, par exemple, lancer sa start-up, de pouvoir gagner une nouvelle audience, de pouvoir devenir un créateur connu et d'avoir des fans en faisant des tutoriels sur des plateformes de vidéo. Donc, effectivement, cette chance de pouvoir le faire à partir du web, l'idée pour nous, c'était de le décliner sur le mobile. Parce que dans certaines régions du monde, et notamment les pays en voie de développement, les pays justement en Afrique, dans certaines zones de l'Asie, n'ont pas les moyens d'accéder à Internet en utilisant un ordinateur classique. Et on a vu se développer comme ça un certain nombre d'activités. Encore en Afrique, une des personnes, par exemple au Nigeria, c'est un sculpteur qui s'appelle George Kabiara. C'est un sculpteur, c'est un exemple typique qui m'avait marqué. C'est un sculpteur qui fait des choses pour mettre, enfin des sculptures, pour un sculpteur c'est à peu près logique, qui fait des sculptures en fait, notamment pour mettre dans les jardins municipaux. La particularité, c'est qu'il se fait payer en utilisant une application mobile qui s'appelle M-Pesa. Une application assez connue en Afrique et notamment au Nigeria, c'est-à-dire qu'il se faisait payer comme ça via son mobile. Qu'est-ce que ça lui permettait derrière? Ça lui permettait notamment de pouvoir aller retirer du cash dans des bornes au bord de la route, d'aller acheter des produits, etc., etc., toujours en payant avec son application mobile. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, cette application aujourd'hui draine 40% du PIB au Nigeria. C'est-à-dire qu'on a vu tout simplement un certain nombre de transactions financières se déplacer des paiements traditionnels vers ces applications mobiles. Mais surtout derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a vu également un certain nombre de personnes qui n'avaient pas d'accès au système bancaire traditionnel se déplacer également. Et quand on s'adresse par exemple aux startups, on se dit, pensez à ça. C'est-à-dire que dans les 5 prochaines années, vous allez voir arriver dans le monde 2 milliards de personnes dont le seul moyen d'accéder à Internet, ça sera le mobile, et dont la première manière d'accéder à Internet, ça sera le mobile. Et donc, c'est ce qu'on parle souvent de révolution mobile. On commence petit à petit à rentrer dans une deuxième révolution du mobile, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les services mobiles étaient des sites web déclinés sur mobile, et demain, ce qu'on verra apparaître, c'est tout simplement des business 100% orientés autour des applications. Donc, pour revenir en fait à cet exemple en Afrique, c'est qu'on a vu tout simplement un nombre de personnes accéder à ces services, des activités mobiles de plus en plus se développer, et voir arriver en fait véritablement des pépites et ces startups qui ont pu émerger. Je parle beaucoup de l'Afrique parce que c'est quelque chose qui est assez important. Pas garder en tête, moi c'est ce que le message souvent que j'envoie quand on rencontre des entrepreneurs, etc. C'est aujourd'hui, on dit souvent que
secteur de l'économie du mobile commence à décliner, etc., il est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément d'Européens, d'Américains qui sont équipés, et lourdement équipés. On l'a vu au début, certaines personnes avaient jusqu'à 3 terminaux mobiles. Mais à la fin, il faut juste garder en tête que ce n'est que le début. Si on revient un peu à l'Europe, la particularité avec Android, avec ce secteur mobile, c'est que ça a permis de générer aussi et d'être ce qu'on appelle souvent un moteur de croissance. Moteur de croissance pour un certain nombre d'acteurs, des développeurs d'applications, des constructeurs de terminaux. Et puisqu'on est aussi à Nantes, on est en France, un certain nombre de moteurs de réussite qu'on a pu voir arriver, notamment les moteurs de réussite françaises. L'exemple typique, et 2 exemples, vous les connaissez. Le premier, c'est Blablacar. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Blablacar. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est d'abord un site internet, c'est cette fameuse communauté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Blablacar, c'est en fait une plateforme de covoiturage. Ça vous permet de partager votre course avec des personnes inconnues ou connues, des amis, etc., et de pouvoir être indemnisé pour ce trajet-là. Et effectivement, ça a d'abord démarré sur un site internet. Aujourd'hui, c'est aussi une application. C'est l'exemple typique, je disais, on a un certain nombre de sites, de services qui bougent finalement du web vers l'app. Et ça, c'est un exemple typique qui, pour moi, est assez frappant, c'est que Blablacar est une vraie success story. Je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête. Moi, j'ai regardé, par exemple, les statistiques de téléchargement de Blablacar sur Android, sur 4 marchés européens, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Si vous regardez à peu près ces 4 marchés-là, Blablacar a été téléchargé plus de 3,5 millions de fois. C'est pas mal. Et je me suis dit, tiens, faisons une comparaison avec Uber. Uber a été téléchargé 1 million de fois sur les mêmes pays. C'est-à-dire que Blablacar a été téléchargé presque, quasiment 3 fois, enfin un peu plus de 3 fois de plus que l'application Uber. C'est un des exemples. Souvent, tout à l'heure, il y avait la présentation juste avant qui parlait de David et Goliath. Et donc, souvent, un certain nombre de success stories, notamment qui viennent des États-Unis ou d'Asie, masquent un certain nombre de réussites françaises. Moi, je trouve que Blablacar a quand même un certain nombre d'activités dans le secteur du mobile qui dépassent très largement un certain nombre de grandes entreprises qui viennent au-delà de nos frontières. L'autre exemple que j'aime bien, c'est Captain Train. Captain Train, déjà, pourquoi? Parce que c'est le service que j'ai utilisé pour venir aujourd'hui à Nantes. La deuxième raison, c'est parce que finalement, cette capacité de pouvoir être capable de mixer un certain nombre d'informations qui étaient auparavant accessibles de manière séparée, c'est-à-dire toutes les informations et les horaires de train provenant de différentes compagnies de train, puisqu'effectivement, vous avez aujourd'hui un secteur qui est ouvert à la concurrence. L'exemple typique, pareil, de Captain Train, on est bien évidemment sur des volumes en deçà de Blablacar, mais je crois que c'est quelque chose comme 1 million de téléchargements, dont la moitié sur Google Play, l'autre moitié sur iOS, à peu près. Et aujourd'hui, c'est plutôt une vraie success story, puisque Captain Train a été acquis par son concurrent, et maintenant maison mère britannique. Donc ça fait partie de quelques success stories. Bien évidemment, on pourra en avoir des dizaines, des centaines, des milliers. La dernière que j'ai en tête et qui me plaît particulièrement bien, c'est une boîte, une start-up qui s'appelle Roger Voice. C'est fait par un Français. C'est quoi cette application? C'est la capacité d'utiliser en fait les capacités du smartphone en termes de reconnaissance vocale pour transformer des appels téléphoniques en messages texte. On se dit, quel est l'intérêt? L'intérêt est que cette société a été fondée par quelqu'un qui a des déficiences auditives. C'est-à-dire qu'avant, il ne pouvait pas passer d'appels téléphoniques. Et en fait, il a développé une application se basant sur cet outil de reconnaissance vocale, sur les différentes API disponibles. Et effectivement, aujourd'hui, ce que disait Olivier, c'est juste après, il a pris 3 mois pour développer cette application-là. Et pendant les 24 heures qui ont suivi, il n'a fait que passer des coups de fil à ses amis. Voilà. Donc ça fait partie en fait, des belles success stories qu'on peut avoir dans le monde des applications. Si on est sur le monde aussi des terminaux, des devices, un des exemples que l'on a en France, ce n'est pas le seul, c'est Wiko. Beaucoup d'entre vous connaissent Samsung, LG, HTC, Motorola, Lenovo, Huawei, OnePlus, etc., et Nexus, bien évidemment.
on a aussi un certain nombre de pépites, aussi ici en France. Wiko en fait partie. C'est une entreprise qui est basée à Marseille, qui est liée avec des capitaux chinois, mais qui physiquement est basée à Marseille, qui a commencé avec une dizaine d'employés. Aujourd'hui, ils ont une centaine d'employés. L'histoire intéressante derrière Wiko, c'est qu'ils ont démarré et ils ont fait le choix de prendre de l'Android pour faire des terminaux, parce que c'était une manière aussi pour eux, finalement, d'entrer assez rapidement sur le marché, de venir concurrencer les grands géants asiatiques. Et ça a plutôt marché, puisque si vous regardez les statistiques de l'année dernière, Wiko est aujourd'hui le deuxième vendeur de terminaux mobiles, de smartphones en France, juste derrière Samsung, dans le domaine Android, bien évidemment. Si on rajoute Apple, ils sont numéro 3. Mais ils vendent à peu près 2 millions de devices, 2 millions et demi de devices chaque année en France, ce qui est quand même non négligeable. Donc ça fait partie en fait de un peu ces success stories. Pareil, dans le secteur, on en a d'autres. Tout à l'heure, je parlais de Vertu, ce constructeur britannique. Vous avez Arcos. Arcos a été, je pense, l'un des premiers constructeurs, et c'est un constructeur français, à faire des terminaux tournant sous Android. Vous avez des entreprises en Allemagne, etc. Et dernier exemple qui me vient en tête, qui est une start-up française qui s'appelle Famoco. Famoco, en fait des terminaux de paiement mobile, permettant de faire ce qu'on appelle du cashless, donc paiement sans contact, etc. Et ce sont les terminaux qui tournent aussi sous Android. La particularité, c'est qu'ils ont signé un contrat avec les Nations Unies pour alimenter les camps de réfugiés et pour pouvoir en fait gérer la distribution de nourriture en utilisant des terminaux de ce type-là. Et c'est une petite start-up française soutenue par la BPI dans son programme d'incubation. Donc voilà, ça donne un peu un ordre d'idée sur en gros, l'environnement Android et des applications. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue, on va dire, un peu plus économique? Aujourd'hui, quand on regarde un peu l'état de ce secteur-là, je pense qu'on n'a pas véritablement à rougir de honte. Le secteur de l'économie mobile, ça représente, au niveau mondial, on estime à peu près 13 millions d'emplois. Ça représente 1,1 trillion dollars de part de PIB. 1,1 trillion, c'est 1100 milliards. Donc, ce n'est pas neutre. Ce qui m'intéresse plus, puisque bien évidemment, j'ai plutôt un focus mis sur l'Europe, c'est ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, en Europe, on estime qu'on a à peu près, dans le secteur de l'app économie, 1,6 million de jobs qui ont été créés. On estime qu'on va peut-être monter à 4,8 millions d'ici 3-4 ans. Mais c'est surtout en fait la taille de cet écosystème. La taille de l'écosystème, par exemple en Europe, est exactement le même que celui aux États-Unis. La même taille. C'est pour ça que je dis, finalement, on ne doit pas avoir honte en Europe. On a quand même un vrai écosystème. L'autre exemple qui me fait dire qu'on a un vrai écosystème, c'est que si vous regardez les applications qui ont le meilleur taux de croissance en Europe et aux États-Unis, 40% viennent d'Europe. C'est-à-dire que 40 applications sur 100, 40 des meilleures applications sur 100 ont été faites en Europe. Et le dernier exemple, allez, on rentre dans le secteur du gaming, du jeu en ligne. L'année dernière, j'ai regardé les statistiques juste avant de venir. Les 5 applications les mieux téléchargées sur Android au cours de l'année 2015 dans le secteur du jeu, toutes viennent d'Europe. Toutes, sans exception, 100%. Et donc, ce sont des créateurs type Gameloft, type, on a beaucoup parlé récemment, type Gameloft, type Supercell, type Kiloo, qui est basé au Danemark, type King, qui véritablement ont créé cet écosystème. On a aujourd'hui un véritable écosystème mobile qui est localisé en Europe. Et c'est pour ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et bien évidemment, au-delà de cet écosystème mobile, on a des écosystèmes au travers des constructeurs, de tous les intermédiaires qui interviennent dans cette chaîne-là. Si on regarde côté plus Google, moi j'aime bien cette image avec tous ces petits Android, parce que finalement, ils sont tous les mêmes et tous différents. Et c'est ça, véritablement, la force côté Android et finalement de ce qui a permis d'être créé derrière Android. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne le cache pas, il y a des discussions, notamment avec la Commission européenne, sur les sujets de concurrence. Nous, la vision que l'on a à côté, c'est plutôt qu'on a
été plutôt à l'origine d'un certain nombre de concurrences, d'avoir créé un écosystème concurrent à ceux qui existaient au préalable côté Windows, côté Apple, mais surtout d'être à l'origine d'un certain nombre finalement d'acteurs qui ont émergé grâce à cet écosystème ouvert. Aujourd'hui, on a plus de 1300 marques qui utilisent Android pour faire des terminaux mobiles. Si vous regardez ces différents terminaux, certains vont venir avec des produits Google, d'autres viendront sans produits Google. Vous pouvez acheter un terminal, un téléphone mobile, un smartphone tournant sous Cyanogen, il n'y aura pas forcément d'application Google dessus. Donc c'est quelque chose où on a eu une liberté de choix laissée aux différents constructeurs. Chaque constructeur vient avec ses applications, chaque opérateur mobile vient avec ses applications. Et l'exemple typique, c'est que si vous achetez un téléphone aujourd'hui dans une boutique, il y aura à peu près une cinquantaine d'applications. Le nombre exact, c'est 47, mais il y aura à peu près une cinquantaine d'applications préinstallées dessus, par défaut, par les différents constructeurs. Et en plus, chaque consommateur va pouvoir rajouter des applications. Au final, on estime que en moyenne, un consommateur a 95 applications installées sur son téléphone Android. Récemment, vous avez peut-être vu dans les news en disant « ça y est, le boom de l'app, c'est fini. C'est la fin du boom de l'app ». Je suis un peu sceptique en lisant ces titres parce que, juste pour vous donner un chiffre, au cours des 12 derniers mois, 65 milliards d'applications ont été téléchargées sur Google Play. Donc c'est la plateforme d'application côté Google sur Android. 65 milliards au cours des 12 derniers mois. Ça veut dire que si on divise par 1,4 milliard, qui est le nombre d'utilisateurs, ça fait en moyenne 46 téléchargements par personne. Donc venir et dire que ça y est, c'est fini, je ne suis pas très convaincu. Autre élément aussi, c'est cette flexibilité. Je parlais beaucoup de choix, de dire on est tous différents, mais finalement, on est tous les mêmes, mais finalement on est tous différents. C'est-à-dire que chaque utilisateur va changer son téléphone, va modifier, va enlever des applications, va en remettre. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 4 utilisateurs sur 5 ont modifié son téléphone et ont téléchargé, retiré un certain nombre d'applications. Et moi, je voulais juste vous faire une démo, et je l'aime bien parce que c'est comment retirer Google Search de son téléphone. C'est un peu disruptif d'avoir Google qui dit voilà, on va vous montrer comment retirer. Je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Et on va le faire, allez, en 30 secondes. Comment on fait pour retirer Google Search de son téléphone? Donc, on va d'abord retirer la barre. C'est très simple, vous la prenez, vous la glissez et hop, dans la poubelle, c'est fini. Vous avez retiré Google Search de votre téléphone. On va installer un autre moteur de recherche. Donc, on va aller sur le Play Store, vous pouvez aller sur Galaxy. On va aller chercher quoi? Allez, DuckDuckGo. J'ai décidé d'être disruptif jusqu'au bout. On va le télécharger. Hop, on le télécharge, on l'installe. Excusez-moi, ça prend un peu de temps de télécharger, le réseau est un peu saturé. Voilà, hop, on l'ouvre. Et voilà. Le moteur de recherche est installé. Mais je préférerais avoir une barre de recherche. Bon, ben, on va installer la barre de recherche. Et donc voilà, je vais retourner sur mon écran, cliquer dessus, installer un widget, et à partir de là, je cherche le widget offert par DuckDuckGo, et je le déplace sur mon écran. Et voilà, en à peu près 30 secondes, vous avez installé en fait un moteur de recherche complètement différent de Google sur votre Android Phone. Et c'est pour moi l'un des exemples. C'est dire que c'est ça la flexibilité qu'on a offerte. C'est dire, on a Android d'un côté, on a les applications Google de l'autre, et finalement, c'est cet aspect qu'on offre à tous. Et derrière, on a vu effectivement un certain nombre de bénéfices, un vrai choix pour les différents constructeurs, un vrai choix pour les différents consommateurs. À la fin, on a eu une baisse des prix des téléphones. Les premiers téléphones en Europe et de très bonne qualité, vous les avez à partir d'environ 150 €. On est dans un système où finalement, la flexibilité, le choix qui a été offert a bénéficié finalement aux développeurs, puisqu'ils ont pu atteindre un écosystème complètement ouvert, a bénéficié aux consommateurs qui ont pu rentrer dans un univers concurrentiel, et a bénéficié aussi à un certain nombre de constructeurs qui ont pu émerger. Souvenez-vous qu'il y a, allez, on va dire 8 ans, en 2008, Huawei, LG, un peu Samsung quand même, HTC, etc., ne faisaient même pas partie du marché des terminaux mobiles. Juste pour finir, clairement, nous, la vision qu'on a des smartphones, c'est que c'est plus qu'un téléphone.
c'est finalement quelque chose qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations, à aller beaucoup plus loin. C'est finalement une sorte, je ne sais pas moi, de porte ouverte sur l'innovation. Ça va vous permettre finalement, ça va être votre allié pour vous dans votre côté entrepreneur, dans votre ambition. Ça va être un véritable tremplin pour accéder au savoir. Et c'est finalement ça qui nous intéresse. C'est de dire, pendant très longtemps, le téléphone, c'était un privilège. C'était réservé, ça correspondait à un statut, c'était une question d'un certain niveau de vie. Nous, on a dépassé ça, et c'est véritablement l'objectif que l'on veut faire, c'est que finalement, les smartphones ne sont plus un privilège. On a voulu permettre à tout le monde d'avoir un téléphone, non pas pour avoir un téléphone, mais pour accéder à l'information auquel il permet d'accéder. Et pour conclure, effectivement, et c'est plus aussi à vous maintenant de produire le contenu, c'est que, comme je disais, on rentre dans la nouvelle révolution du mobile, et cette nouvelle révolution du mobile, ça va être plus de 2 milliards de nouveaux utilisateurs pour vous. Merci beaucoup.